Au moment où je franchissais les portes vitrées de la salle de bal Skyline Terrace, l'air était déjà épais des senteurs mêlées de champagne, d'eau de Cologne et du genre de fleurs qu'il faut commander 2 semaines à l'avance. La douce lumière dorée qui filtrait par les fenêtres donnait à tout un éclat, mais elle ne me réchauffait pas. Mes talons claquaient sur le sol poli alors que je m'arrêtais pour tout contempler, des nappes blanches, d'imposants arrangements d'hortensia, la vue imprenable sur le Puget Sound scintillant juste au-delà du verre. C'était censé être une célébration, ma fête de remise des diplômes, mais la façon dont la soirée a commencé m'a fait me sentir plus comme une figurante dans le spectacle de quelqu'un d'autre. J'ai aperçu mes parents de l'autre côté de la pièce, Grady et Nola Kelm, se déplaçant d'invité en invité comme des politiciens chevronnés, chaque poignée de main délibérée, chaque sourire prêt pour l'appareil photo. Ils avaient l'air d'hôtes parfaits, et je suppose que pour tout le monde, ils l'étaient. Mais je savais mieux. J'ai lissé le devant de ma robe, forçant mes épaules en arrière. « Tu peux le faire », me suis-je murmuré, bien que les mots aient plus le goût d'une armure que d'un encouragement. Je me suis dirigé vers la scène principale, où un homme bien habillé avec un micro chauffait la foule. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé, accueillons chaleureusement la famille Kelm. Mes parents se sont levés immédiatement lorsqu'il a mentionné ma sœur aînée, Sirène. Les applaudissements ont éclaté alors qu'il louait ses contributions remarquables à l'entreprise familiale et son dévouement inlassable au service communautaire. Grady a applaudi comme si elle venait de remporter une médaille olympique, et le sourire de Nola a pratiquement illuminé la pièce. Puis le maître de cérémonie s'est tourné vers moi. Et voici leur plus jeune fille, fraîchement diplômée. Il n'a pas dit mon nom. Mes parents ne se sont pas levés. Ils ont souri poliment, ont donné quelques petits applaudissements et sont restés assis comme si l'énergie nécessaire pour se lever était trop précieuse pour être gaspillée. Un silence s'est installé dans mon coin de la pièce, suivi d'une vague polie d'applaudissements qui s'est estompée presque aussi vite qu'elle avait commencé. J'ai gardé le menton haut, marchant vers l'avant d'un pas égal. Dans ma tête, j'entendais la voix de ma tante Ranata, la dignité n'est pas négociable. Une fois les présentations terminées, les invités se sont dispersés en petites conversations. Quelques-uns de mes amis se sont approchés, offrant des bavardages légers sur le lieu et la nourriture, essayant de me remonter le moral. Je les ai remerciés, mais à l'intérieur, j'ai senti le changement. Le ton avait été donné, et il n'était pas en ma faveur. Quelques minutes plus tard, le photographe a demandé une photo de famille. Nous nous sommes alignés devant un fond floral élaboré. Alors que l'appareil photo faisait la mise au point, Nola s'est penchée si près que je pouvais sentir son parfum m'envelopper. « Souris, Sansu » a-t-elle chuchoté, ses lèvres bougeant à peine. Je me suis figé une demi-seconde, puis j'ai forcé le même sourire que je portais depuis mon entrée. Le flash s'est déclenché, capturant le moment pour toujours, le tableau soigneusement arrangé, la fausse chaleur, et moi au milieu, tenant le coup. Je me suis demandé si elle essayait de me provoquer pour que je réagisse. Si je craquais ici, devant tout le monde, cela ne ferait que confirmer le récit qu'ils avaient préparé. Alors, je suis resté immobile, me souvenant de l'autre conseil de Ranata, parfois, on gagne en laissant les autres penser qu'on a perdu. Alors que nous nous éloignions de la zone photo, j'ai balayé la pièce du regard. Des groupes d'invités se tenaient autour de tables hautes, des verres à la main. Certains m'ont souri chaleureusement. D'autres ont évité mon regard. J'ai commencé à cataloguer les visages, qui étaient proches de mes parents, qui gardaient ses distances, et qui pouvaient être réellement neutres. C'est alors que j'ai vu Hollis, mon plus vieil ami, debout près du fond avec son appareil photo. Ils ont attiré mon regard et ont haussé un sourcil, une question silencieuse, « Ça va ?» J'ai fait un petit signe de tête. Hollis avait toujours été doué pour lire entre les lignes, et le fait qu'ils aient sorti leur appareil photo me disait qu'ils étaient déjà attentifs. Je me suis dirigé vers la table des rafraîchissements, j'ai versé un verre d'eau et j'ai pris une lente gorgée. De l'autre côté de la pièce, mes parents se tenaient ensemble, me regardant. Ils ont échangé un regard, un petit regard entendu, puis sont retournés charmer les gens autour d'eux. J'ai soutenu leur regard un instant de plus avant de me détourner. Si c'était ainsi qu'ils choisissaient de commencer la soirée, je ne pouvais qu'imaginer ce qu'ils avaient prévu ensuite. Les applaudissements des présentations s'étaient à peine estompés lorsque l'hôte a invité tout le monde à trouver sa place pour le dîner. Je me suis faufilé à travers la foule, faisant attention de ne pas renverser l'eau dans ma main, offrant des hochements de tête polis aux parents et connaissances. La plupart ont souri en retour avec le genre de courtoisie qui comble les vides dans les petites conversations mais ne signifie rien. Quelques-uns ont gardé les yeux fixés ailleurs, déjà absorbés par leur conversation.
La salle de bal était un labyrinthe de tables rondes drapées de lin blanc, chacune ornée de bougies et d'arrangements délicats. J'ai jeté un coup d'œil au carton de table en passant, les noms écrits en écriture dorée bouclée. Plus je me rapprochais du fond, plus je sentais la vérité de ce qu'un vieux mentor m'avait dit un jour, les plans de table sont de silencieuses déclarations de rang. Finalement, j'ai repéré mon nom. Ma table était nichée juste à côté des doubles portes battantes menant à la cuisine. Chaque fois qu'un serveur passait, une vague de chaleur et le bruit des plateaux en métal suivaient. L'odeur de poisson poêlé et de beurre à l'ail flottait jusqu'à moi. Pas désagréable, mais il était difficile d'imaginer quelqu'un d'autre ici appréciant son repas au son des commandes criées et des casseroles qui s'entrechoquent. De mon point de vue, j'avais une ligne de vue dégagée sur le centre de la pièce où Sirène était assise à côté de nos parents à la plus grande table, une place d'honneur. Elle riait de quelque chose que notre père venait de dire, la tête renversée en arrière, ses cheveux captant la lumière d'une manière qui aurait été parfaite sur une couverture de magazine. Elle s'épanouissait dans des contextes comme celui-ci. Un serveur s'est faufilé près de moi, heurtant presque ma chaise. « Désolé, mademoiselle », a-t-il murmuré avant de disparaître dans la cuisine. Je me suis rapproché de la table, résistant à l'envie de me pousser complètement. S'il voulait me cacher ici, je n'allais pas me faire plus petite. J'ai posé ma main sur le lin frais et j'ai pris une lente inspiration. Ce n'était pas nouveau. Il l'avait déjà fait de manière plus discrète, un positionnement subtil, des omissions silencieuses. Mais ce soir, tout était exacerbé. Je me suis dit qu'il y aurait de meilleurs moments pour faire une impression, et je les saisirais quand ils se présenteraient. Le premier plat était en train d'être servi lorsque Sirène est apparue à mes côtés, un verre de vin à la main. Elle s'est penchée avec ce charme sans effort qu'elle portait comme un parfum, son sourire assez chaleureux pour quiconque regardait. « Profite en tant que ça dure », a-t-elle murmuré, la voix basse et douce. « C'est la dernière fois que tu seras au centre de quoi que ce soit. » J'ai rencontré son regard, laissant le poids de ses mots s'installer. À voix haute, ai-je répondu légèrement. J'ai toujours préféré la vue depuis le bord. C'est de là qu'on voit tout le jeu. J'ai vu son sourire se crisper une demi-seconde avant qu'elle ne rejette ses cheveux en arrière et ne retourne à sa table, clairement satisfaite d'avoir porté son coup. J'ai laissé mes yeux errer dans la pièce. Un cousin à 2 tables de la souriait en coin. Une tante plus âgée baissait les yeux sur son assiette comme si elle n'avait rien entendu. Et puis il y avait Ulysse, appuyé contre une colonne près du mur du fond, observant l'échange avec un regard qui disait « J'ai vu ça ». Ils m'ont fait le plus petit des hochements de tête, un rappel silencieux que tout le monde dans la pièce n'était pas contre moi. J'ai pris une autre gorgée d'eau, laissant la fraîcheur me calmer. La nuit était encore jeune, et si le premier acte en était une indication, ils avaient plus de choses en réserve. Je me demandais juste combien de petites piques ils comptaient me lancer avant la fin de la soirée. Le dîner avait été servi, bien que j'aie à peine touché à la nourriture. De ma place nichée près des portes de la cuisine, je poussais les légumes rôtis avec ma fourchette, écoutant à moitié le bourdonnement des couverts et des conversations. Le trio de jazz dans le coin jouait quelque chose de doux et de bas, presque englouti par le va-et-vient constant des portes à côté de moi et les bouffées de chaleur qui les accompagnaient. De l'autre côté de la pièce, mes parents se penchaient vers un homme que j'ai immédiatement reconnu, un rédacteur en chef de magazine local que j'avais rencontré à peine un mois auparavant. Il avait été poli et sincèrement curieux de mon projet de fin d'études en génie de l'environnement. 2 semaines plus tôt, il m'avait dit qu'ils en feraient un article. La curiosité l'a emporté. Quand un serveur est passé, je me suis levé et je me suis dirigé vers la table, en restant sur le bord pour ne pas déranger. C'est alors que je l'ai vu. Le nouveau numéro brillant du magazine, ouvert entre eux. Il y avait mon projet, les diagrammes, la photo du site de nettoyage de la rivière sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. Seulement, le nom en gras n'était pas le mien. C'était celui de Sirène. Une petite chaleur vive a fleuri dans ma poitrine. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une voix à mon coude a dit « Le travail de votre sœur est impressionnant ». Je ne savais pas qu'elle s'intéressait aux sciences de l'environnement. Je me suis retourné pour trouver un des collègues de mon père qui me souriait comme s'il attendait mon accord. J'ai stabilisé ma voix. Oui, elle est très douée pour la présentation. J'ai laissé la pause durer juste assez longtemps pour que les mots aient un goût pointu sans franchir la ligne de la confrontation ouverte. Le rire de mon père depuis la table d'honneur a traversé la pièce. Sirène était au milieu d'une histoire, gesticulant avec une parfaite aisance, le rédacteur en chef penché en avant, engagé. Elle pouvait jouer le rôle d'une professionnelle accomplie comme si elle était née pour ça.
Je savais que si j'interrompais maintenant, je serais dépeinte comme la petite sœur jalouse. Alors, je me suis rassise, me rappelant ce qu'un professeur m'avait dit un jour. Les gens voleront votre vedette si vous les laissez faire, mais ils ne peuvent pas prendre ce que vous savez. J'avais à peine reporté mon attention sur mon assiette quand la voix de ma mère s'est élevée au-dessus du murmure. Oh, cela me rappelle, a commencé Nola, souriant doucement à sa table. Quand Arlina était en 2e année, elle a failli se faire renvoyer. Elle a séché des séminaires obligatoires pendant des semaines. Vous imaginez? Une vague de rire poli a suivi. Quelques invités ont regardé dans ma direction, certains amusés, d'autres clairement mal à l'aise. J'ai posé ma fourchette. En fait, ai-je dit d'un ton égal, j'étais en Europe pour un échange universitaire, approuvé et parrainé par le chef de département. Mon ton est resté doux, du genre que l'on utilise pour corriger simplement une erreur inoffensive. Mais je suppose que cette version n'est pas aussi divertissante. Le sourire de Nola n'a pas vacillé, mais ses yeux se sont plissés très légèrement avant qu'elle ne se retourne vers ses compagnons. Je me suis rassise, les doigts enroulés autour de mon verre d'eau. Rien de tout cela n'était accidentel. Chaque pic public, chaque redirection silencieuse de crédit, tout cela faisait partie de la même campagne. La voix de ma tante Ranata a flotté dans ma mémoire. N'interromps jamais ton ennemi quand il fait une erreur. Je n'étais pas là pour défendre chaque coup. J'étais là pour me souvenir, pour choisir mon moment. Le trio est passé à quelque chose de plus vif alors que les serveurs commençaient à débarrasser les assiettes. J'ai jeté un coup d'œil vers l'autre côté de la pièce. Hollis se tenait près d'une colonne, une main reposant nonchalamment sur la sangle de son appareil photo, l'autre me faisant un signe subtil. Leur expression était indéchiffrable, mais ce n'était pas désinvolte. Je me suis redressé sur ma chaise. Quoi qu'ils aient vu, j'avais le sentiment que ça allait avoir de l'importance. La pièce s'est assombrie et le faible bourdonnement des conversations s'est estompé alors que l'écran au-dessus de la scène scintillait. Mon estomac s'est noué. Des années de ces présentations familiales m'avaient appris une chose, ce n'était pas seulement des diaporamas sentimentaux. C'étaient des récits organisés. Une douce musique de piano jouait dans les haut-parleurs alors que les images commençaient à défiler, des matins de Noël, des instantanés de vacances, des dîners marquants. Les années défilaient en fragments soigneusement sélectionnés. La chaleur de l'éclairage ne pouvait cacher la froide vérité. J'ai commencé à compter. Une fête sans moi. 2. Une fête d'anniversaire où je savais que j'étais là. Pourtant, la photo ne cadrait que mes parents et Sirène. Puis est venue celle qui m'a coupé le souffle. Ma photo de fin d'études secondaires. Je me souvenais vivement de ce moment. Debout dans ma toge et mon mortier, entouré de camarades de classe, ma famille d'un côté. Mais à l'écran, la photo de groupe avait été recadrée de sorte que seule Sirène restait, souriant avec mon diplôme à la main comme s'il avait été le sien depuis le début. Quand ils vous effacent du cadre, ai-je pensé, ils disent à tout le monde que vous n'avez jamais fait partie de l'histoire. Quelques invités ont regardé dans ma direction. Une cousine plus âgée a froncé les sourcils, son regard s'attardant, tandis que d'autres évitaient mon regard. J'ai gardé une expression neutre, rangeant la piqûre là où elle ne pouvait pas être vue. Il n'y avait pas besoin de réagir maintenant. Chaque omission devenait une partie de mon propre dossier silencieux. La musique s'est estompée et mon père s'est levé pour son toast. Il a commencé par les politesses habituelles, remerciant tout le monde d'être venu. Puis son ton a légèrement changé. Nous avons travaillé dur en famille pour soutenir nos filles, a-t-il dit en levant son verre, en particulier pour couvrir les dizaines de milliers de dollars pour les études d'Arlena. Ce n'était pas toujours facile, mais on fait ce qu'on doit pour ses enfants. Les mots ont glissé dans la pièce comme une aiguille. À ma table, 2 de mes amis ont échangé des regards rapides. L'un a commencé, « N'as-tu pas eu » mais je l'ai coupé d'un petit signe de tête. À l'intérieur, je rejouais la vérité, les bourses que j'avais obtenues, les subventions pour lesquelles je m'étais battu, les emplois à temps partiel que je prenais entre les cours. Oui, ils avaient aidé, mais le chiffre qu'il a lancé était une fiction, conçue pour me faire passer pour un fardeau qu'ils avaient héroïquement porté. J'ai pris une gorgée d'eau délibérée, laissant le verre protéger mon visage un instant. La voix de mon mentor m'est revenue à l'esprit. Ne te bats jamais avec des cochons. Vous vous salissez tous les deux, et le cochon aime ça. Il n'y avait aucun intérêt à le corriger publiquement maintenant. Les gens qui comptaient finiraient par voir la vérité. Les applaudissements ont monté et sont retombés autour de moi.
J'ai posé mon verre et j'ai aperçu tante Anata de l'autre côté de la pièce. Elle n'applaudissait pas. Au lieu de cela, elle m'a fait un petit signe de tête ferme, un signe qui avait plus de sens que n'importe quel toast. Je me suis demandé ce qu'elle savait et à quel point elle était prête à le dire. Je suis resté près du mur du fond, laissant la foule bouger autour de moi. L'air était encore lourd des applaudissements polis pour le discours de mon père, et je pouvais sentir l'écho de ses paroles sur ma dette résonner dans ma tête. Les omissions du diaporama avaient été une blessure, cette réécriture publique de ma vie était du sel frotté directement dessus. Quelques amis sont passés en me serrant le bras avec réconfort. Leur sourire était bref, presque désolé, comme s'ils savaient que se tenir trop près de moi pourrait leur valoir une place dans la prochaine série de politique familiale. Je ne leur en voulais pas. Personne ne veut être un dommage collatéral. À la table des desserts, un groupe d'associés de mon père s'attardait sur de la mousse au chocolat et des verres de Porto. L'un d'eux, un homme que j'avais rencontré une fois à un gala de charité, s'est tourné vers moi avec un sourire. « Votre père nous dit que vous l'avez bien occupé à payer les frais de scolarité. Ça a dû valoir chaque centime. » Le rire du groupe était léger, mais il a atterri comme une gifle. J'ai posé mon verre avant de répondre. En fait, ai-je dit, en gardant mon ton chaleureux mais inflexible, j'ai couvert la plupart de mes frais de scolarité avec des bourses et des subventions. J'ai travaillé à 2 emplois à temps partiel le reste du temps. La contribution de mon père a été appréciée, mais disons simplement que parfois les gens dépensent plus pour l'histoire que pour la réalité. Les mots se sont installés entre nous, et pendant un instant, le sourire de l'homme a vacillé. 2 autres ont échangé un regard qui me disait qu'ils avaient entendu plus dans mon ton qu'une simple clarification désinvolte. Par-dessus son épaule, j'ai vu mon père regarder de l'autre côté de la pièce, la mâchoire se crispant juste assez pour que je le remarque. Le changement dans l'air était subtil mais indubitable. Les conversations dans mon cercle immédiat se sont adoucies comme si tout le monde sentait que la température venait de baisser d'1 degré. Sirène s'est approchée, tout en charme poli, et s'est lancée dans une histoire sans rapport sur un de ses clients, essayant de détourner l'attention. Mais il y avait une raideur dans sa posture que je n'avais pas vue plus tôt. J'ai profité de l'occasion pour m'éloigner, mais avant de pouvoir retourner à ma table, ma mère m'a intercepté. Elle m'a attrapé le bras, sa prise assez ferme pour me faire arrêter. Son sourire était figé, toute la grâce d'une hôtesse pour les yeux qui pourraient regarder, mais sa voix était basse et bordée de sucre. N'ose pas faire de scène ce soir. Tu le regretteras. J'ai rencontré son regard, laissant le silence s'étirer juste assez pour qu'elle le sente. Une scène, ai-je dit d'un ton égal, c'est juste la vérité avec un meilleur éclairage. Son sourire n'a pas faibli, mais les muscles autour de ses yeux se sont crispés. Elle a lâché mon bras et s'est éloignée en glissant, reprenant son tour de la pièce comme si rien ne s'était passé entre nous. Je suis resté là un instant, sentant l'accumulation de la nuit me peser. Chaque photo recadrée, chaque pic public, chaque effacement désinvolte. J'ai réalisé que j'en avais fini de jouer en défense. Ils avaient préparé le terrain toute la soirée. Peut-être était-il temps que je pense à retourner le scénario. Les mots de Maya Angelou me sont revenus à l'esprit. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Je les croyais maintenant. Et je n'allais pas oublier une seule chose que j'avais vue. En balayant la pièce du regard, j'ai de nouveau repéré Ulysse. Cette fois, ils ne regardaient pas seulement. Ils avaient leur téléphone légèrement levé, la lueur de l'écran se reflétant dans leurs lunettes. Quand nos yeux se sont croisés, ils ont fait le plus petit des hochements de tête, comme s'ils détenaient quelque chose que je devais voir. Je ne pouvais pas encore dire si c'était l'ouverture que j'attendais, mais je savais que je serais prête si c'était le cas. Je venais de me détourner de la table des desserts quand j'ai aperçu tante Anata se dirigeant vers moi. Elle se frayait un chemin à travers la foule avec une grâce délibérée, son sourire poli, mais ses yeux fixés sur moi. Quand elle est arrivée à mes côtés, elle ne s'est pas arrêtée pour échanger des politesses. Au lieu de cela, elle a effleuré ma main avec la sienne, y laissant une petite enveloppe scellée. Pas un mot, juste un regard ferme qui disait « plus tard ». Je me suis éclipsé de la salle principale, en faisant attention de ne pas attirer l'attention. Les portes du balcon étaient entr'ouvertes, laissant entrer une bouffée d'air frais du sound. Je me suis avancé dans le coin ombragé et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photocopies, des lettres d'attribution de bourse, des confirmations de subventions, des reçus avec mon nom et mon numéro d'étudiant. Chaque document disait la vérité. J'avais gagné ma place, pièce par pièce.
Une note dans son écriture bouclée était glissée en haut. Pour quand ils pousseront trop loin. Mon pouce est stabilisé. Jusqu'à présent, j'avais réagi, absorbant chaque pic et décidant quand répondre. Cela semblait différent, comme le premier vrai coup sur mon propre échiquier. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe et je les rangeais au fond de ma pochette. Ils ne le verraient pas venir. Quand je suis rentré, la salle de bal était un brouillard de rire, de verres qui teintent et du faible bourdonnement des conversations qui remplit une pièce avant le prochain acte. Mes parents se tenaient avec Vela Strad, leur cousine et la coordinatrice de l'événement de ce soir. La main de Grady reposait sur l'épaule de Vela, Nella se penchant comme s'il conspirait sur quelque chose d'important. Hollis est apparu à mes côtés. « Tu as entendu parler des invitations, n'est-ce pas ?» ont-ils demandé à voix basse. J'ai froncé les sourcils. « Quoi à propos d'elle ?» Ils ont imprimé ton heure de début 30 minutes plus tard. Juste la tienne. Plusieurs invités m'ont dit qu'ils pensaient être en avance, mais au moment où ils sont arrivés, les premières photos étaient terminées. Ça donnait l'impression que tu étais arrivé en retard à ta propre fête. La prise de conscience a atterri avec le poids de l'inévitabilité. Bien sûr, ai-je murmuré. Une arrivée tardive, pas de nom dans la présentation, et maintenant les omissions du diaporama. Ils n'avaient pas seulement improvisé ce soir, ils avaient construit une séquence. Ils jouent le jeu sur le long terme, a dit Hollis. Alors je changerai les règles, ai-je répondu. L'orchestre a commencé quelque chose de léger alors que les serveurs commençaient à placer les assiettes pour le dessert. J'ai jeté un coup d'œil vers le centre de la pièce. Mon père a regardé sa montre, puis a regardé ma mère, qui a fait un petit signe de tête à Vela. C'était le genre de signal que l'on ne remarquerait pas à moins de le chercher. Je le cherchais. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais l'intention d'avoir une longueur d'avance. De ma place, je gardais un œil sur les assiettes à dessert qui étaient posées et l'autre sur mes parents. Ils me regardaient plus souvent, échangeant des regards qui n'étaient pas destinés à être lus par quelqu'un d'autre. Hollis a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce et a incliné la tête vers le couloir latéral. Le regard sur leur visage n'était pas désinvolte. Je me suis levé lentement, me faufilant entre les invités qui discutaient, et j'ai suivi leur exemple vers le couloir de service près de la cuisine. Le bruit de la vaisselle et la voix étouffée d'un serveur se sont estompés alors que nous nous arrêtions à côté d'une porte à moitié fermée. À travers l'étroite fente, j'ai entendu la voix de mon père. Calme, délibéré. Assurez-vous simplement qu'elle le boive. Pas de scène, pas de problème. La réponse de ma mère est venue, nette et certaine. Ce sera rapide. Elle aura juste l'air de s'évanouir à cause du champagne. Puis le ton inimitable de Vela. Je lancerai le toast. Les mots se sont enfoncés, froids et lourds. Mon pouce est accéléré, mais j'ai forcé ma respiration à rester régulière. J'ai mémorisé chaque syllabe. Sans baisser les yeux, j'ai surpris le mouvement subtil de Hollis, un tapotement sur leur téléphone, la preuve que tout était enregistré. J'ai reculé, laissant la porte se refermer sans un bruit. La phrase que j'avais lue une fois dans les mémoires d'un tribunal m'est revenue à l'esprit. N'allez jamais au combat sans preuve dans votre poche. Quand nous sommes retournés dans la salle principale, je portais le même sourire composé que j'avais porté toute la soirée. Les invités applaudissaient à l'une des tables du centre. Sirène était debout, tendant un paquet soigneusement emballé à mon ancien professeur, qui rayonnait en le déballant. Il m'a fallu moins d'une seconde pour reconnaître le cadeau. La première édition reliée en cuir, celle que j'avais dénichée des mois auparavant, commandée dans une petite boutique du Vermont. J'avais inclus une note manuscrite sur du papier crème, maintenant disparue. J'ai cherché partout pour ça, disait Sirène à la table, sa voix chaude de satisfaction personnelle. Je savais que c'était le cadeau parfait. Les applaudissements ont de nouveau circulé. Je suis resté où j'étais, applaudissant poliment. Extérieurement, rien n'a changé. Intérieurement, je l'ai classé. Un vol de plus. Vêtu d'un sourire et emballé avec un nœud. Les lumières se sont légèrement tamisées alors que Vela prenait le micro, sa robe à paillettes captant la lueur. Elle a commencé à remercier les invités d'avoir rendu la soirée vraiment inoubliable, ses mots roulant avec une aisance exercée. J'ai resserré ma prise sur ma pochette. S'ils étaient sur le point de tendre leur piège, ils découvriraient que j'étais prête à le retourner. La voix de Vela flottait depuis la scène, douce et claire. Avant de conclure cette merveilleuse soirée, levons un verre à la diplômée. Des serveurs glissaient entre les tables,
plaçant des flûtes de champagne à chaque place. La précision de tout cela était presque théâtrale. Je suis restée assise, les yeux balayant le mouvement autour de moi. Mes parents ne se mêlaient plus aux autres maintenant. Ils me regardaient. Chaque fois que mon regard se posait dans leur direction, ils regardaient déjà, leurs expressions poliment figées pour quiconque pourrait le remarquer. Quand le serveur s'est approché de notre table, je me suis légèrement penché en arrière pour lui faire de la place. Le verre a été posé juste à ma droite, le liquide doré pâle captant la chaude lumière au-dessus. Quelques instants plus tard, Grady est apparu à côté de moi, me souriant comme s'il vérifiait que ma place était en ordre. Sa main s'est déplacée vers mes couverts, un ajustement désinvolte. Et dans ma vision périphérique, je l'ai vu. Quelque chose de petit, presque invisible, est tombé dans mon champagne. La plus légère effervescence a brisé la surface avant de disparaître. Je n'ai pas tressailli, pas un cil. L'enregistrement de Hollis était mon assurance, mais le reste serait mon choix. J'ai laissé mes doigts reposer légèrement sur la tige du verre, sentant sa fraîcheur. Je me suis levé lentement, laissant le moment s'étirer, et j'ai jeté un coup d'œil vers la table de Sirène. Elle riait avec le couple à côté d'elle, la tête inclinée, inconsciente de tout ce qui se passait au-delà de son propre éclat. J'ai franchi les quelques pas qui nous séparaient, un verre à la main, ma voix assez claire pour être entendue par les personnes à proximité. « Oh, je crois que tu as mon verre. Le tien est probablement plus chaud. » Elle a haussé les sourcils. « Vraiment ? Tu es difficile ce soir. Tu me connais, ai-je dit avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Elle a ri légèrement, échangeant les verres sans hésiter. Les gens autour de nous ont gloussé, pensant que ce n'était rien de plus qu'une plaisanterie fraternelle inoffensive. Je suis retourné à ma place, levant le verre maintenant sur juste au moment où Vela lançait le toast. Mon regard a balayé la pièce, Sirène prenant une généreuse gorgée, la mâchoire de Grady se crispant presque imperceptiblement, le sourire de Nola figé mais vide dans ses yeux. Le toast s'est poursuivi, les voix s'élevant à l'unisson, les verres tintants. Le rire de Sirène s'est joint au leur, mais seulement pour un instant. Puis il a vacillé, sa main venant se poser légèrement sur la table. Dans ma tête, les mots étaient calmes, mesurés. L'horloge venait de commencer à tourner. Sirène a posé son verre, encore en plein rire de quelque chose que l'homme à côté d'elle avait dit, mais le son s'est coupé comme si quelqu'un avait débranché une prise. Son sourire s'est figé, les yeux clignotant rapidement. Elle s'est agitée sur sa chaise, une main posée sur la table, puis a commencé à se lever. Ses genoux n'ont pas coopéré. Elle a vacillé, a attrapé la nappe, et a plutôt attrapé le bord d'une assiette. Des couverts ont cliqueté sur le sol, une fourchette tournant sur le marbre comme une pièce de monnaie. Des hoquets ont parcouru la salle alors que des chaises raclaient et que plusieurs invités se levaient d'un bond. Grady était là en un instant, un bras autour de son dos, l'autre saisissant son avant-bras. « Sirène, regarde-moi. Tu vas bien. Assieds-toi. » Sa voix portait juste assez pour que les personnes à proximité entendent l'inquiétude. Nola est arrivée de l'autre côté, pressant sa main sur l'épaule de Sirène. Son expression était l'image parfaite de l'alarme maternelle. « Ma chérie, respire. Tu t'es probablement levée trop vite. » Mais je l'ai vu. L'éclair fugace de panique dans leurs yeux, la communication silencieuse entre eux qui ne correspondait pas aux mots qui sortaient de leur bouche. Je suis resté à ma place, la posture détendue, un verre à la main. En surface, j'étais une observatrice silencieuse, mais à l'intérieur, je sentais le courant changer de direction. Les murmures dans la pièce ont augmenté, les yeux passant de Sirène à moi et vice-versa. J'ai noté chacun d'entre eux. Vela, s'attardant en périphérie, mon professeur fronçant les sourcils comme s'il reconstituait quelque chose. Deux cousins qui m'avaient évité toute la soirée me regardaient soudain comme s'ils attendaient cela. Puis Hollis était à côté de moi, s'approchant avec l'aisance de quelqu'un qui avait sa place. Ils ne se sont pas assis. Au lieu de cela, ils se sont légèrement penchés, le téléphone à la main, l'écran incliné de sorte que moi seul puisse voir. « Tu vas vouloir voir ça maintenant » ont-ils murmuré. La vidéo était d'une clarté cristalline. La main de Grady glissant quelque chose dans mon champagne tout en faisant semblant de redresser ma fourchette. Le léger tourbillon dans le verre, puis moi m'avançant vers Sirène, le sourire, l'échange, elle prenant le verre sans hésiter, chaque détail conservé en parfaite séquence. J'ai laissé le téléphone reposer dans ma paume, le pouce planant au-dessus de l'écran. Je pouvais y mettre fin ici même, me lever, élever la voix,
montrer à tout le monde exactement ce qui s'était passé. Ce serait rapide, décisif, mais ce serait aussi désordonné, et il le déformerait avant même que le choc ne se soit dissipé. Mieux valait les laisser penser qu'ils avaient encore le dessus. Plus ils le croiraient longtemps, plus la chute serait brutale. Sirène était de retour sur sa chaise maintenant, une serviette pressée sur ses lèvres, son teint pâle. Un serveur s'est dépêché de passer vers l'entrée principale, appelant une assistance médicale. De l'autre côté de la pièce, Grady a penché la tête près de celle de Nola, parlant d'une voix trop basse pour que quelqu'un d'autre l'entende. Ses yeux se sont tournés vers moi pendant un bref instant avant de revenir à Sirène. Je me suis penché vers Hollis, lui rendant le téléphone sans baisser les yeux à nouveau. « Garde cette vidéo en lieu sûr », ai-je dit doucement. Nous n'avons pas encore terminé. La salle de bal était en plein chaos, la moitié des invités se tordant le cou pour voir ce qui arrivait à Sirène, l'autre moitié murmurant avec une incrédulité feutrée. Des ambulanciers se sont frayés un chemin à travers la foule, leurs sacs se balançant à leurs côtés, tandis que les serveurs essayaient de débarrasser les assiettes sans attirer davantage l'attention. C'était la distraction parfaite. Je me suis levé de ma chaise avec un calme stable qui démentait l'électricité sous ma peau. C'était le moment. Je me suis dirigé vers la cabine audiovisuelle nichée dans le coin, mes talons silencieux sur le tapis. Le technicien a levé les yeux, surpris, alors que je lui glissais une petite clé USB dans la main. « Jouez ceci », ai-je dit doucement, mon regard le tenant jusqu'à ce qu'il hoche la tête. L'écran au-dessus de la scène a vacillé, l'image du diaporama disparaissant en plein milieu. Une vidéo différente a fleuri, une bien moins flatteuse pour ma famille. D'abord, Grady se penchant sur mon couvert, sa main planant comme s'il ajustait une fourchette. Puis l'inclinaison subtile de ses doigts, le contour granuleux d'un sachet disparaissant dans le liquide doré de mon champagne, l'effervescence légère qui a suivi. Ensuite, moi traversant vers la table de Sirène, souriant, l'échange facile de verres. Sirène le levant sans hésiter. Dans le coin de la vidéo, l'horodatage brillait, correspondant parfaitement à la chronologie de la soirée. Le son dans la pièce s'est fracturé, des hoquets, des chuchotements vifs, le bruissement des chaises. Le visage de Vela s'est vidé de sa couleur. La main de Nola s'est figée en plein geste, la flûte à moitié vide en équilibre entre ses doigts. Grady a serré la mâchoire, son expression figée, mais il n'a pas bougé. Quelque part derrière moi, une voix a percé le bruit. C'est une tentative d'empoisonnement. Des téléphones sont apparus dans les mains comme par magie, des écrans se sont allumés, enregistrant, textant, envoyant. Les ambulanciers se sont arrêtés, jetant un coup d'œil entre Sirène et l'écran géant, leurs yeux se plissant. Puis, perçant la marée montante, est venue la voix de ma tante Ranata. J'ai des documents supplémentaires prouvant qu'Arina a payé ses propres études et que ces deux-là mentent à tout le monde ici depuis des années. Les têtes se sont tournées alors qu'elle s'avançait, tenant la même enveloppe qu'elle m'avait donnée plus tôt. Elle l'a ouverte pour que tout le monde puisse la voir, les papiers craquant sous les lumières. Bourse, subvention, relevé bancaire, la vérité qu'ils ont travaillé si dur à enterrer. C'était comme si un courant traversait la pièce. Les gens qui avaient été soigneusement neutres toute la nuit se sont éloignés de Grady et Nola, leurs expressions passant de polies à méfiantes. Je me suis alors avancé, ma voix stable et égale. Toute ma vie, on m'a dit de me taire. Ce soir, vous avez vu pourquoi. Le silence est leur façon de gagner. J'ai laissé les mots en suspens, leur poids s'installant dans l'air, avant de reculer. Les preuves à l'écran, les documents dans les mains de Ranata. Ils pouvaient parler d'eux-mêmes maintenant. De l'embrasure de la porte, des policiers en uniforme sont apparus, balayant la foule du regard à la recherche des noms qui venaient d'être gravés dans la mémoire de tous. Mes parents se sont tournés l'un vers l'autre, leurs yeux se verrouillant un bref instant, une conversation muette passant entre eux. Puis les officiers ont commencé à avancer. La salle de bal bourdonnait encore du choc résiduel de la vidéo, les voix baissant à de faibles murmures chaque fois que mon nom ou celui de mes parents flottait dans l'air. Certaines personnes évitaient complètement de croiser mon regard, soudainement fascinées par leur verre à moitié vide. D'autres m'ont fait de subtils signes de tête en passant, des reconnaissances silencieuses de ceux qui avaient observé attentivement toute la soirée. 2 officiers en uniforme étaient arrivés, se déplaçant avec détermination. L'un s'est approché de mon père, l'autre de ma mère, les séparant avec une efficacité exercée. La voix de Grady était basse, tendue, argumentant à voix basse. Le sang-froid de Nola commençait à s'effriter, son sourire se fissurant en quelque chose de plus vif.
Je me suis dirigé vers la table principale. La conversation s'est adoucie, puis s'est complètement éteinte. Chaque pas que je faisais semblait attirer davantage l'attention dans ma direction. Quand je suis arrivé au centre, j'ai posé le petit paquet que je portais, les clés de la maison, le pendentif à l'effigie de la famille qu'ils aimaient arborer lors des événements formels, et une enveloppe contenant ma renonciation signée à tous les biens partagés. Ceux-ci vous appartiennent, ai-je dit, ma voix calme mais portant. Je reprends mon nom, mon temps et ma vie. Le silence qui a suivi était assez épais pour être touché. Quelque part à l'arrière, une voix a murmuré, bien fait pour elle. Ranata, debout près du bord de la foule, m'a fait un petit sourire approbateur, un sourire qui disait qu'elle attendait ce moment depuis des années. Hollis, toujours vigilant, a levé son téléphone juste assez pour capturer la scène. J'ai regardé les objets sur la table. Pendant si longtemps, ils avaient été des symboles d'appartenance, même de fierté. Maintenant, ils n'étaient plus que des encres. Le poids que je sentais se lever n'était pas dû à leur absence. C'était dû au fait de lâcher ce qu'ils représentaient. Les paroles de ma grand-mère me sont revenues, claires comme si elle était à côté de moi. Ne te mets pas le feu pour réchauffer quelqu'un d'autre. J'avais brûlé en silence pendant des années, pensant que l'endurance était la même chose que la loyauté. Je me suis détourné de la table et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Sans me presser, sans reculer. Chaque pas était délibéré. Derrière moi, le tourbillon des questions de la police a repris de plus belle. Je ne me suis pas retourné pour regarder. Quand j'ai atteint les portes vitrées du hall de l'hôtel, j'ai aperçu mon reflet, les épaules carrées, la tête haute. J'ai failli ne pas reconnaître la femme qui me regardait, mais je l'aimais mieux que celle qui était entrée quelques heures auparavant. Dehors, l'air de la nuit m'a enveloppé. Hollis m'a rattrapé, se mettant à mon pas. Tu sais que ce n'est pas encore fini, ont-ils dit doucement. J'ai jeté un dernier regard aux fenêtres éclairées de la salle de bal. Je sais. Une semaine après la fête, l'air sur la jetée semblait différent, ouvert, propre, sans le poids que j'avais porté pendant des années. Le soleil était bas sur le Puget Sound, projetant un chatoiement doré sur l'eau. Je marchais lentement, les mains dans les poches de mon manteau, laissant le rythme régulier des vagues noyer le souvenir des verres qui teintent et des sourires forcés. Le lendemain matin, après la salle de bal, la vidéo était partout. Hollis l'avait envoyée à un journaliste avant même que nous ayons quitté l'hôtel, et au petit déjeuner, les chaînes locales la diffusaient à côté de titres qui rendaient mon nom de famille étranger. Des inconnus dans la rue s'arrêtaient au milieu de leurs pas, fixant leur téléphone. L'image soigneusement construite de mes parents s'était brisée en quelques heures. Les retombées judiciaires sont venues en premier. Des accusations de tentative d'empoisonnement et de complot ont été déposées avant la fin de la semaine. L'état de Sirène s'est stabilisé, elle se remettrait physiquement, mais le récit selon lequel elle était une innocente prise dans les tirs croisés n'a pas tenu. Trop de gens l'avaient vue se prélasser dans les mensonges de mes parents au fil des ans. Les conséquences sociales ont suivi rapidement. Les partenaires commerciaux se sont retirés des co-entreprises. Les sponsors de leur gala de charité se sont retirés, invoquant la nécessité de réévaluer leurs affiliations. Les invitations qui inondaient autrefois leur calendrier se sont taries. Les mêmes personnes qui leur avaient souri sous les lustres de la salle de bal gardaient maintenant leur distance. Pendant ce temps, j'ai emménagé dans un petit appartement près du quartier universitaire. Des boîtes étaient empilées contre les murs, l'odeur de peinture fraîche encore dans l'air. Ce n'était pas grand, mais c'était à moi. Payé avec l'argent que j'avais gagné sans leur ingérence. J'ai commencé à faire du conseil pour une société de génie de l'environnement, le genre de travail qui n'avait pas besoin d'un nom de famille pour avoir du poids. Je n'arrêtais pas de penser à une phrase que j'avais entendue des années auparavant. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous continuez à relire le dernier. C'est devenu mon mantra. La rupture finale a eu lieu lors d'une réunion de règlement à l'amiable en ville. Ils sont arrivés avec leur avocat, tous deux habillés comme pour un autre gala, essayant de s'accrocher au dernier lambeau de contrôle. J'ai posé un document juridique signé sur la table, une déclaration formelle selon laquelle je renonçais à toute prétention sur le patrimoine familial, avec des clauses les empêchant d'utiliser mon nom ou l'une de mes réalisations à des fins sociales. Ceci, ai-je dit en faisant glisser les papiers vers eux, est la dernière fois que vous profiterez de mon existence. Les lèvres de Nola se sont entr'ouvertes comme si elle allait objecter, mais j'étais déjà debout. Grady n'a pas parlé du tout, fixant simplement le document comme s'il lui avait brûlé les mains. Je suis sorti sans attendre leur signature. Dehors, dans la rue, l'air était vif et frais.
Je me sentais plus grande, plus légère, non pas parce que le passé avait disparu, mais parce qu'il ne dictait plus chacun de mes pas. Je m'étais battu, et cette fois, j'avais gagné selon mes propres termes. Plus tard dans la soirée, je suis monté à bord du ferry, debout à la rambarde alors que la ligne d'horizon commençait à rétrécir derrière moi. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, se brisant en morceaux à chaque ondulation. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste le bruit d'une porte qui se ferme pour la dernière fois. Parce qu'une fois que vous avez appris à vous éloigner, vous commencez à voir jusqu'où vous pouvez aller.